Dans les méga-analyses, la taille des faits porte souvent sur des grands échantillons, sur une logique qui compare des conditions différentes. Mais vous pouvez également utiliser avec un échantillon restreint cette démarche du calcul de la taille de l'effet pour apprécier l'effet d'apprentissage, par exemple dans une classe. Il vous suffit alors de réaliser un test avant une séquence pédagogique et de réaliser un autre test similaire après la séquence pédagogique. Et donc, comment se répartissent les tailles d'effets mises en évidence par Jonati? Elles se répartissent autour d'une courbe de Gauss. On y observe qu'il y a très peu de démarches avec des effets délétères sur l'apprentissage, dont la taille d'effet est inférieure à 0, et peu d'effets supérieurs à 1. Dans sa méga-analyse, Hattie montre que la taille d'effet moyen tourne autour de 0,40. Nous allons voir pourquoi cette valeur a de l'importance. Oui, eh bien donc, dites-nous comment interpréter ces différentes tailles d'effets. De 0 à 0,15, Hattie estime qu'il s'agit d'effets développementaux, liés à l'apprentissage naturel des élèves, sans l'apport de l'école. Entre 0,15 et 0,40, les effets sont liés à une activité d'enseignement. D'un point de vue pédagogique, cela devient intéressant quand les effets dépassent le seuil de 0,40. Cette valeur charnière correspond à la moyenne des tailles d'effets observées dans sa méga-analyse, comme nous venons de la visualiser sur la courbe de Gauss. On peut même considérer que ces effets deviennent remarquables quand ils sont supérieurs à 0,6. La jauge que vous voyez à l'écran permet en quelque sorte d'évaluer un degré d'efficacité pédagogique et de prendre du recul par rapport aux résultats obtenus. Les méta-analyses semblent donc être la solution idéale pour les chercheurs en éducation. Non, attention, les méga-analyses induisent également certaines limites. Le principe de synthèse amène le chercheur à sélectionner des infos et à en oublier certaines, comme le contexte, les conditions de l'expérimentation. Deuxième limite, la comparaison. Elle porte parfois sur des objets très différents. Dans cette approche, on oublie aussi une grande partie de la littérature qui apporte des données qualitatives, qui sont aussi intéressantes pour comprendre de manière approfondie les phénomènes. Enfin, une démarche de méta-analyse prend du temps, qui passe par la production d'études comparatives, l'identification de celles-ci, la préparation et la diffusion des méta-analyses. Certaines méta-analyses vont donc s'appuyer sur des études assez anciennes qui peuvent avoir un caractère obsolète dans le monde de l'éducation. Il est donc possible de classer les effets mis en évidence par Hattie. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Ces effets s'articulent autour de 6 catégories. Ils peuvent concerner l'activité à la maison, les stratégies d'apprentissage des élèves, le profil de l'école, les profils de l'enseignant, les stratégies d'enseignement et enfin l'approche des curricula. Le graphique fait ainsi ressortir qu'un grand nombre de méta-analyses relatives aux stratégies d'enseignement sont supérieures à 0,40. Si on se pose la question de ce qui marche, il convient de se focaliser sur les démarches qui sont positives. Donc, intéressons-nous à celles qui fonctionnent le mieux. A-t-on des infos concernant les coûts de la mise en œuvre de ces pratiques? Oui, on peut aussi questionner le coût et se poser tout simplement la question de combien ça coûte. Cela permet d'objectiver le rapport coût-bénéfice d'une démarche. Le journal The Economist met ainsi en évidence que certaines pratiques se révèlent très efficientes, comme le feedback, les stratégies métacognitives, l'apprentissage collaboratif, dans la mesure où elles sont efficaces et ont des coûts plutôt réduits. A l'inverse, la réduction du nombre d'élèves par classe ou le mentorat ont des effets limités et coûtent relativement cher. Certaines démarches, comme le redoublement, peuvent même être contre-productives tout en étant très coûteuses pour un système éducatif. Et donc, quelles sont les pratiques que vous allez traiter dans le cadre de ce MOOC?
Nous avons choisi de nous focaliser sur plus d'une dizaine de démarches qui ont un degré d'efficacité plus ou moins élevé et dont le coût de mise en œuvre n'est pas forcément important. Nous les avons choisies car elles sont relativement faciles à transférer dans des contextes de formation variés, à l'école, en dehors de l'école, à différents niveaux de l'enseignement. Pour en revenir à notre mise en situation, au départ, vous pouvez observer que c'est l'auto-évaluation qui a le plus de poids sur la qualité de l'apprentissage, à savoir 1,44 de taille d'effet. Ce qui signifie que plus de 90% des élèves ayant bénéficié de cette démarche ont une performance supérieure à l'élève moyen n'ayant pas profité de celle-ci. Nous vous proposons de vous les faire découvrir sous la forme de 5 thématiques complémentaires. Le thème informé fera référence au principe de clarté de l'enseignant quand il communique une information à ses élèves. La structuration s'intéressera à la conception des tâches que l'enseignant peut proposer à ses élèves dans une perspective de progression dans l'apprentissage. La collaboration sera l'occasion d'examiner les variables qui font la différence dans un contexte collaboratif. La question de l'évaluation mettra l'accent sur les différentes stratégies à disposition de l'enseignant pour réguler les apprentissages. Enfin, la conceptualisation se focalisera sur la création de cartes conceptuelles au service du développement de compétences. Pour conclure, qu'est-ce que vous nous diriez? L'idée mobilisatrice est d'amener les enseignants à mieux questionner leurs pratiques dans leur travail au quotidien. Elle n'a pas pour but d'adopter une posture top-down, mais plutôt de les aider à prendre du recul par rapport à celle-ci et à les améliorer à partir d'un cadre qui aide à l'interprétation. C'est ce que disait déjà Corsac au siècle dernier, qu'aucune opinion ne soit une conviction absolue, immuable, que le jour présent ne soit qu'un passage de la somme des expériences de demain. À cette seule condition, notre travail ne sera jamais monotone ni sans espoir. Plutôt que de privilégier un modèle d'apprentissage, qu'il soit behavioriste, constructiviste, cognitiviste ou explicite, il nous semble plus pertinent d'identifier dans chaque approche les principes qui font la différence en termes d'apprentissage. C'est ce que nous vous proposerons au cours de ces différentes semaines de formation dans ce MOOC. Chaque thématique décrira et caractérisera quelques principes clés, rapportera des données concernant ces pratiques et présentera des exemples de mise en pratique.